Tout de suite, les infos. Jeudi 13 mars 2025, messieurs, dames, si vous nous recevez, sachez que vous êtes sur les zones de la radio Garkwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Daouda Gaboujosaou. Au sommaire de ce journal, comment les jeunes enfants des écoles primaires doivent traverser le goudron, c'est l'objectif d'une campagne de sensibilisation de la police routière dans les établissements. Visite du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AUED au Niger. Il a été à Agadez sur les sites miniers. Le détail dans cette édition. Désormais à Agadez, les talibés élèves des écoles coraniques seront répertoriés afin de pallier le problème de mendicité dans la ville. Plus de précisions dans ce journal. La censure sur Internet, comment faire face aux restrictions, c'est le sujet du reportage de Moustapha Menassara dans cette édition. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Le syndicat national des agents de santé du terrain SINASAT a levé le mot d'ordre de grève qu'il menaçait d'observer ce jeudi et vendredi. Cette décision fait suite à une rencontre avec le ministère de la Santé. Dans le compte rendu de cette réunion, le SINASAT s'est dit satisfait des engagements pris par le ministre pour répondre à sa plateforme revendicative. Depuis ce matin, la police routière mène une campagne de sensibilisation au code de la route auprès des élèves du primaire. Selon le commandant de cette police routière, l'officier Ila Abdoumaman, l'objectif est d'informer les enfants sur les règles de traversée de la route afin de prévenir les accidents. Sortie aujourd'hui, c'est de sensibiliser les élèves de l'école Wazirfa 2 sur la sécurité routière. Le code de la route, en son article 45, 46 et 47, il prévoit déjà l'enseignement du code de la route au niveau du cycle primaire et secondaire. C'est ce qui nous a motivés à sortir afin d'édifier ces scolaires sur certaines manières de traverser le goudron, sur certains panneaux de signalisation afin d'éviter les risques d'accident à ces différents élèves. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'un enfant de l'école primaire a du mal à appréhender comment aborder la voie si ce dernier n'a été édifié par un spécialiste. D'où la raison de notre sortie aujourd'hui avec mon unité. Ces élèves ont été édifiés et nous allons encore continuer à les édifier afin que ça puisse ancrer dans leur habitude quotidienne. On les a dit une fois à la maison, continuez à expliquer à vos camarades des autres écoles. Et quant à nous aussi, nous allons continuer cette sensibilisation aux différentes écoles de la capitale économique. Nous prévoyons dans les jours à venir de passer à l'école Mission, à côté de mairie, où aussi il y a une circulation très dense. Cette sensibilisation prendra combien de temps? Ça s'inscrit dans un long délai et ça fait déjà 2 ans que nous avons initié des contrôles et des réglages au niveau des différents établissements où il y a engouement. Ça fait 2 ans. Si vous sortez tôt, vous allez voir un peu partout au niveau des différents établissements des policiers de la circulation accompagnés des policiers de la police municipale en train de régler et d'essayer de traverser les scolaires, surtout les niveaux primaires, afin de les éviter des cas d'accident. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AUEA, Raphaël Mariano Grossi, s'est rendu au Niger où il a visité mercredi 12 mars la mine d'uranium de Soumaïr située à Arlit dans le nord du pays. Lors de sa visite, M. Grossi a souligné l'importance du Niger dans le paysage mondial de l'uranium et a réaffirmé l'engagement de l'AUEA à soutenir le pays, notamment dans un contexte de changement politique majeur. Le Niger est l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde. Avec les récents bouleversements politiques, il était essentiel de garantir la continuité de la présence de l'AUEA, a-t-il déclaré. Il a également salué les efforts du gouvernement nigérien
dans la gestion de ce secteur vital pour l'économie nationale, ajoutant, comme vous pouvez le constater, nous collaborons étroitement avec le gouvernement. Nous continuerons non seulement à assurer la sécurité et la non-prolifération dans les activités minières, mais aussi à veiller à ce que l'AIEA apporte son aide et son expertise pour soutenir le développement économique du pays. Sur place, M. Grossi a échangé avec les représentants locaux et a exprimé sa satisfaction à l'issue de la visite. Je suis très impressionné par ce que j'ai vu ici. La gestion est professionnelle et il y a une réelle volonté de transparence et de collaboration avec l'AIEA. Les travaux se poursuivront sur ce site ainsi que sur d'autres sites miniers au Niger, mais c'est un excellent début, a-t-il affirmé. En plus de la mine de Somaïr, le directeur général de l'AIEA a également visité la mine d'uranium de Cominac, dont la production a cessé en 2021. M. Grossi a promis le soutien de l'agence pour la réhabilitation environnementale du site, soulignant l'importance de préserver l'environnement tout en soutenant les communautés locales affectées par la fermeture de la mine. Cette visite marque une étape importante dans la collaboration entre l'AIEA et le Niger, renforçant les liens entre les deux parties dans un secteur clé pour l'économie et le développement du pays. Cette visite n'a pas surpris le syndicat des agents des mines qui la considère comme une démarche normale. Selon Abbas Munkaila, secrétaire général du syndicat, depuis qu'Orano ne parvient plus à exploiter l'uranium, l'attention de l'Europe est désormais tournée vers le Niger. Il a fait régulièrement des visites ici donc sur nos sites parce que quand même quand il s'agit de la question de l'uranium, et la question de l'uranium en fait c'est une question hautement stratégique parce que l'uranium permet d'avoir donc l'énergie nucléaire mais aussi donc la bombe atomique et autres. Donc du coup c'est une substance qui est très contrôlée. Donc c'est des visites régulières qui ont lieu donc au niveau de nos sites. Maintenant, effectivement, nous sommes dans un contexte très particulier parce que donc la France, qui est l'actionnaire majoritaire à travers Orano, n'arrive plus donc à exporter donc l'uranium produit, alors que depuis les événements du 26 juillet, la prise du pouvoir par le général Tchani, Orano n'arrive pas à faire l'enlèvement donc de l'uranium produit, alors que l'uranium est produit. Donc effectivement que cette situation est problématique pour eux, donc les Européens et notamment la France, mais le Niger entend étendre sa souveraineté et donc pour nous c'est une nouvelle ère qui est là. Et où donc nos autorités, nous sommes sûrs, donc ont un programme donc par rapport donc à la totalité des ressources minérales donc du pays. Maintenant les conclusions qui ont découlé, on n'est pas encore donc informé de ces conclusions-là. Donc nous attendons d'avoir les conclusions afin de pouvoir faire une quelconque analyse. Pour Laoli Boubé, coordonnateur régional du réseau pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable, le rapprochement entre le Niger et la Russie est mal perçu par les Occidentaux. Selon lui, ces derniers estiment que le Niger est désormais libre de vendre son uranium au plus offrant. Aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, ils ont peur que le Niger ou la Confédération de l'AES puisse monnayer un certain nombre de ressources stratégiques ou hautement stratégiques comme l'uranium, de manière à ce qu'ils puissent booster leur économie et que de l'autre côté, un pays comme la Russie puisse utiliser cet uranium pour renforcer la différence en matière de puissance nucléaire. Je crois que, pour qui se souvient, c'était la même chose qu'ils ont eu à faire pour visiter l'Irak et même soupçonner, à un moment même le Niger avait été soupçonné du temps de Tanja de vouloir vendre de l'uranium à l'Iran. Donc on peut dire que le Niger a une place très importante au niveau mondial pour ce qui est de l'uranium. Bien sûr, tous ces États occidentaux qui se sont intéressés d'abord à militariser le Niger un moment avec la collaboration des régimes antérieurs, notamment les régimes de la Renaissance. Aussi, en tout cas, cette coopération en matière de la production de l'uranium qui était d'ailleurs en faveur notamment de la France et des autres pays de l'Europe et qui n'a pas véritablement bénéficié au Niger. À partir du 26 juillet 2023, il n'était pas possible de faire sortir. Donc il y a une réserve importante et que le Niger
à travers ses dirigeants, peut monnayer ou en tout cas vendre à des pays qui sont intéressés. Ça fait qu'il y a un intérêt véritable par rapport à l'AIEA et même par rapport à ces puissances occidentales. Ils ont peur que ça ne puisse être vendu à la Russie pour qu'elle puisse renforcer sa puissance. Déjà, il y a un écart important en termes de réserves nucléaires qu'ils ont. Donc, ça peut leur permettre d'avoir encore plus de puissance face à l'Occident. Et donc, ça peut être un motif d'inquiétude. Et certainement qu'ils vont faire des visites comme ça pour pouvoir négocier et peut-être avoir l'avantage de ne pas permettre à la Russie d'avoir cette réserve-là, ce stock-là, que les Français... Autre aspect de ce journal, les autorités d'Agadez ont pris des mesures pour protéger les jeunes talibés envoyés pour l'apprentissage du Saint-Coran. Désormais, des pièces justificatives doivent être fournies pour leur séjour. Désormais maintenant, tous les talibés qu'on envoie ici à Agadez pour étudier dans les écoles coraniques, il faut qu'ils viennent avec une liste signée par les chefs du village de la provenance de ces talibés-là. Donc ceux qui sont à Agadez et qui n'ont pas eu la chance de retourner pour avoir la liste, on va envoyer dans leur village pour que les chefs du village nous envoient leur liste. Aussi, on va recenser tous les élèves qui sont dans les écoles coraniques, qu'ils soient filles ou garçons, pour avoir un répertoire de ces élèves-là. Il y aura des mesures en tout cas pour ceux qui ne vont pas respecter cette procédure-là. Les talibés qui sont dans les écoles coraniques, pour leur mendicité, c'est uniquement aux heures de manger. Dès qu'ils trouvent à manger, ils reviennent au niveau de leurs écoles. Tandis que les autres mendiants qui circulent dans la ville, c'est une autre forme de mendicité, mais ce ne sont pas des talibés. Les réseaux sociaux occupent une place dans la vie quotidienne de millions de personnes. Au Niger, Facebook et WhatsApp, deux des plateformes les plus populaires, sont utilisées par de nombreux utilisateurs pour communiquer, échanger des informations et organiser des groupes sociaux. Cependant, récemment, le gouvernement nigérien envisage des restrictions concernant les comptes WhatsApp et Facebook contenant plus de 50 membres, ce qui entraîne une gêne pour de nombreuses personnes et organisations. Reportage Moussafa Menassara. Depuis quelques mois, le Niger a décidé de mettre en place des restrictions sur les groupes WhatsApp et Facebook de plus de 50 membres. Cette décision intervient après plusieurs mois de discussions sur la sécurité numérique, la lutte contre la désinformation et le contrôle des contenus en ligne. Pour de nombreux Nigériens, ces plateformes ne sont pas simplement des outils de loisirs, mais des moyens essentiels d'avoir de l'argent et de maintenir les liens sociaux, professionnels et communautaires. C'est le cas de Rayanot Ibrahim, pour qui cette décision va être une entrave. Concernant la mesure prise par le gouvernement, si un groupe de Facebook ou WhatsApp dépasse 50 personnes doit être enregistré. Bon, vraiment, selon moi, je peux dire qu'il y a un gros risque, surtout pour moi, pour mon business, parce que je fais du business en ligne. J'ai un groupe où il y a beaucoup de gens. Ils achètent des articles que je vends. Donc, une fois qu'on est écrit, il faut enregistrer vraiment. Ça serait difficile pour nous. Et vraiment, le business là, ça nous permet même de nous un peu gérer les situations dont nous vivons maintenant. Surtout avec le chômage. L'État ne nous recrute pas, si je peux le dire. On a suivi une formation, on est là à la maison, mais on a commencé à un peu faire le business et ça donne vraiment. Et concernant la famille aussi, maintenant, tu vivais dans une grande famille et il y a d'autres qui sont en France, d'autres sont Bénin, au Nigeria, partout. Tu n'as pas le moyen de te déplacer pour les rendre visite. Donc, à travers WhatsApp, Facebook, vous pouvez vous saluer, vous pouvez créer un groupe où on peut trouver plus de 200 personnes même dans le même groupe. Si beaucoup utilisent ces plateformes pour organiser des activités de sensibilisation, des collectes de fonds ou pour coordonner leurs efforts en faveur de causes sociales et environnementales, d'autres utilisations malsaines sont faites par d'autres. Pour Abdesalam Domingo, web activiste, ces réseaux sociaux sont de vrais canaux de diffamation. Les restreindre va contribuer à assainir ces comptes.
Je pense que l'État doit placer un garde-fou. Pour ouvrir un compte, d'abord, il faut qu'on soit sûr que les informations que tu vas donner, c'est des informations qui sont fiables. À travers ces informations, donc, on peut détecter cette personne, qu'elle soit X ou Y. Et ça, je pense que c'est très simple, parce que avec donc l'identification, il y a la carte nationale et tout ça là. Donc, il y a beaucoup donc des mécanismes qu'ils peuvent utiliser au niveau donc de la téléphonie mobile pour pouvoir donc savoir qui et qui ont des comptes WhatsApp ou des comptes Facebook. Et par rapport à ça, je pense que par rapport donc à la loi qui réglemente donc la diffusion des informations sur les réseaux sociaux, c'est une loi donc qui existe bel et bien. Et quand vous divulguez donc une fausse information, vous êtes en train donc de courir un délit pénal. Par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas donc de problème. Et surtout, c'est les fondateurs même des groupes, ceux qui vont donc créer les groupes. Et là donc quand il y a une donc fausse information donc dans tel ou tel groupe, donc on interpelle ceux qui ont créé donc ces groupes, on les interpelle. Et quand on va remonter, donc on saura qui a véhiculé l'information. Si l'information est authentique ou pas, donc c'est en fonction de ça donc on peut donc juger la personne. Au Niger, les restrictions qui sont envisagées sur les groupes WhatsApp et Facebook soulignent la nécessité d'un équilibre entre la sécurité numérique et les droits fondamentaux des citoyens. La question reste ouverte. Comment réguler les plateformes numériques sans entraver l'accès à l'information et à la communication? C'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Mohamed Maman, présenté par Dod Kabou Chamsao. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.